tous, je me présente, Chloé Beaujeu, responsable du volet Histoire et Patrimoine pour l'organisme Connecteur, lié à l'organisme ABC Stratégie, qui gère le projet Colombo, spécialisé en médiation culturelle et lié aux 4 piliers du développement durable. Bienvenue à notre émission Identité à fleur d'eau, sur l'histoire et le patrimoine de l'Outaouais et du Québec. L'émission d'aujourd'hui va s'intéresser aux draveurs. Ce métier de la fin du 19e siècle et qui dura environ jusqu'en 1993 consistait à accompagner les billots de bois destinés aux industries de sciage et des pâtes et papiers le long des rivières jusqu'aux scieries et aux moulins. Profession dangereuse mais populaire, elle a laissé dans l'imaginaire de tous une marque forte. Je n'irai cependant pas plus loin et je vais laisser la parole à nos spécialistes, gens d'histoire et anciens draveurs, qui sont les mieux placés pour nous parler des spécificités de ce métier. Tout d'abord, je passe la parole à Michel Prévost, qui est sans nul doute le monsieur patrimoine de la capitale de l'Outaouais. Ses mandats d'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa et celui de président de la Société d'histoire de l'Outaouais lui permettent de sensibiliser le public par divers moyens. S'il ne peut pas être là aujourd'hui, nous ne pouvions pas imaginer quelqu'un d'autre pour nous parler de la drave et du bateau remorqueur, le Missinaibi. Nous l'écoutons maintenant. On ne dira jamais assez l'importance qu'a occupée l'industrie forestière pour le développement de l'Outaouais pendant tout le 19e siècle et même une partie du 20e siècle. Il y avait 3 métiers importants à l'époque. Le bûcheron qui coupait le bois, les draveurs et les cageux. Les draveurs prenaient la relève des bûcherons. En fait, le mot draveur vient de driver, qui veut dire diriger, et le rôle principal des draveurs, c'était de diriger ces milliers de billes de bois le long des cours d'eau vers les scieries ou pour d'autres destinations. Il y avait énormément de billots de bois qui se dirigeaient vers les rives. Alors, il fallait s'assurer de ramener ça dans les rivières. Mais il y avait aussi des embâcles. En fait, tous ces billots de bois, ces billes de bois, se prenaient les unes dans les autres. Et à ce moment-là, les billots ne pouvaient plus circuler sur la rivière. Alors, les draveurs avaient comme rôle de défaire ces embâcles là, et même souvent, on utilisait de la dynamite. C'est un métier qu'on va pratiquer en Outaouais de 1806, c'est-à-dire avec le premier train de bois, là, Colombo, qui va partir vers Québec avec Philemon Wright, le fondateur du canton de Hull, et qu'on va pratiquer jusqu'en 1992. Alors, on voit que c'est quand même une très, très longue histoire. Il faut rendre hommage aux draveurs parce que c'était un métier qui était très difficile. D'abord, les gens travaillaient de 14 heures à 16 heures par jour, 6 jours par semaine et travaillaient dans l'eau froide. Alors, c'était un métier très dangereux, beaucoup d'accidents mortels, beaucoup de noyades. En 1846, on rapporte 80 accidents mortels. L'année suivante, une cinquantaine. Et il n'y avait pas seulement que les noyades, il y avait aussi ces fameuses maladies, en particulier l'arthrite, mais une arthrite très particulière qu'on appelait la jambe noire. Alors ça, c'était la hantise des draveurs parce que c'était une maladie tellement souffrante. Évidemment, avec le temps, là, je vous parle plus du 19e siècle, plus on va évoluer, les conditions vont s'améliorer. Et comme c'est un métier qui est disparu là, depuis maintenant 25 ans, on a tendance un petit peu à oublier les draveurs, mais il faut vraiment leur rendre hommage puisqu'ils ont exercé un métier très utile et très difficile. Parmi tous les petits bateaux, là, les remorqueurs qui sont liés à la drave, il y en a un qui est vraiment le
plus connu que tous les autres, c'est le Misinaibi parce qu'on va le retrouver sur le dollar canadien. En 1963, Malak, le frère du fameux photographe Karch. Monsieur Karch, lui, c'est plus les personnages. Monsieur Malak, lui, c'est plus les paysages, entre autres les tulipes. C'est le père du Festival des tulipes. Mais en 1963, il va prendre une photo du Misinaibi juste en arrière de la colline parlementaire. On voit le petit remorqueur avec toutes les billes de bois et la colline en arrière. Et c'est cette photo-là qui va figurer à l'endos du dollar canadien de 1974 à 1989. On estime que cette photo-là a été reproduite à 3,4 milliards d'exemplaires. Petit détail, quand M. Malak a pris la photo, il y avait un draveur de plaisance, malheureusement, sur le billet. Le draveur est disparu. Quelques mots sur le Misinaibi. C'est un bateau, c'est un remorqueur qui a été construit en 1952 à Owen Sound, en Ontario, et qui a été acheté en 1956 par la CIP, la Compagnie internationale de papier, et il va circuler sur la rivière des Outaouais. En fait, il va aller jusqu'à Carillon, Hawkesbury, alors il circulait énormément, va transporter des gens aussi, pas seulement que là, ces milliers de billes de bois. En milieu des années 70, le bateau va être entreposé. La CIP ne l'utilise plus. Il aurait pu sombrer dans l'oubli. Malheureusement, la ville de Hull l'achète à des fins touristiques et la ville de Hull va le donner au Musée canadien des civilisations. Aujourd'hui, le Musée canadien de l'histoire, on va le restaurer et aujourd'hui, on retrouve ce beau petit bateau-là derrière le musée et le bateau peut admirer la rivière où il a passé ses plus belles années. Moi, j'ai toujours eu une petite question. Comment ça se fait qu'un si petit bateau pouvait transporter, pouvait tirer comme ça des milliers de billots dans les cages. Alors ça m'a toujours intrigué parce que tout petit, j'habitais le long de la rivière des Outaouais et j'ai vu ce fameux bateau passer et tirer tous ces billots de bois. Merci, Monsieur Prévost. Nous allons maintenant laisser la parole à Jacques Drouin, qui est le gérant attitré de la marina de Hull. Il est la personne à voir pour avoir toute information sur le bateau de la marine canadienne, le Pogo, oui, le Pogo, qui est amarré ici à notre marina. Longtemps caméraman et éclairagiste à vidéogramme, il est passé cette fois devant la caméra parce qu'il n'a pas pu être ici avec nous et nous l'écoutons maintenant par enregistrement. Alors, le Misinaibi, un nom amérindien qui signifie « trace laissée par l'eau », c'est un petit bateau de drave qui est assez commun. Donc, il y en a eu des centaines de fabriqués en Ontario qui ont été vendus un peu partout au Canada pour la drave. Dans le cas de celui-ci, comme particularité, il a 2 hélices, ce qui est peu commun. Donc, il y a quand même un seul moteur, 330 chevaux, qui alimente 2 hélices. Les hélices sont placées dans des cages métalliques pour protéger contre les billes de bois pour ne pas aller endommager l'hélice. Donc, le bateau servait à déplacer ou briser des embarques, tirer des billes de bois. Donc, il était toujours dans les billes de bois, donc il fallait protéger l'hélice. La cabine arrière, quand on regarde le bateau comme ça, il a l'air habitable, mais la cabine arrière sert uniquement pour le moteur. Donc, le moteur est tellement gros qu'il occupe tout l'espace. Et la cabine avant, quant à elle, entrepose un treuil, un immense treuil sur un tambour avec un câble d'acier. Donc, il était possible de tirer le bateau sur des bancs de sable ou encore pour défaire des embarques. Donc, c'est une coque en acier, c'est très épais et c'est à fond plat. Donc, sur l'eau, la puissance de moteur, c'est important, la grosseur de l'hélice aussi pour déplacer beaucoup d'eau, mais c'est très différent de sur la route. Donc, on pourrait comparer, par exemple, à une locomotive.
sur des rails. Les charges qu'on peut tirer sont énormes parce qu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de résistance avec les roues. Mais sur l'eau, c'est un peu la même chose. On peut déplacer des charges très lourdes. C'est ce qui fait que le transport par bateau était très intéressant. Il y a eu des centaines de bateaux de fabriqués comme ça. La plupart, malheureusement, ont été détruits ou ont juste été abandonnés puis ont rouillé dans le fond des cours ou récupérés pour l'acier. Aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas dans la région ici, il y en a au moins 3 bateaux comme ça qui sont toujours semblables, pas exactement, sont plus petits, qui sont toujours utilisés. C'est des marinas qui les possèdent. Ils vont servir à déplacer des quais ou le treuil en avant va aussi permettre de soulever des ancrages de béton pour des quais de marina. Merci pour ces précisions. Je vais maintenant passer la parole à Bernard Lacroix, qui connaît la ville de Gatineau par cœur. Il l'explore depuis son arrivée à l'âge d'1 an. Plus encore, il connaît la rivière des Outaouais, au bord de laquelle il a grandi dans une des maisons de la Canadian International Paper, aussi appelée CIP. Retraité de l'Université d'Ottawa, M. Lacroix est l'auteur de « À l'ombre du moulin, une enfance à Gatineau, 1934-1946 », paru en 2018. Bonjour. Je me sens un petit peu intimidé du fait que je suis avec des draveurs, des vrais draveurs, puis moi, je n'ai jamais été un draveur. Mais quand même, j'ai été près d'eux autres, je les ai vus fonctionner sur la rivière, et puis je les ai observés des 1000 fois. C'était vraiment intéressant de les voir aller. Moi, j'ai grandi dans la cour du Moulin. On appelait ça la cour du Moulin. C'était la grosse usine de papier à Gatineau, qu'on appelait Gatineau Mill au début. Et puis, j'ai passé mes étés pas mal sur la rivière des Outaouais avec mon père. On avait une belle grosse chaloupe très rigide. Et puis, on avait un peu les outils que les draveurs se servaient. On avait notre gaffe, puis on avait aussi un pic. On avait un pic dans la région, je pense c'est seulement peut-être dans la région qu'on appelait ça un pic à ronde. Mais c'est un pic qui se manipule avec une main seulement. C'est comme si c'était un manche de hache et un pic au bout, puis on s'en sert pour agripper les bio. Puis on les rentrait. C'était les bio qui s'échappaient des estacades. Et puis, il y avait des branches, mais c'était du bois qui ne servait pas trop bien pour la compagnie. Donc, nous autres, on en faisait notre bois de chauffage. On amenait ça sur la grève et puis on le débitait au ciotte, au godin d'or, et puis avec la hache. Et puis on empilait ça, puis on amenait ça à la maison. Notre maison était à peu près à 200 mètres du bord de la rivière. Donc on travaillait souvent sur le bord de la rivière, puis on empilait notre bois de chauffage comme ça. Mon histoire de draveur, mon arrière-grand-père paternel est décédé, noyé comme ça, dans une des rivières du Pontiac, mais je ne pourrais pas dire laquelle. Mon père a travaillé comme bûcheron sur la Picanoc, mais je ne sais pas si mon arrière-grand-père a travaillé sur la même rivière, mais il a dû tomber à l'eau, puis un draveur qui tombait à l'eau, là, avec les grosses bottines, puis des pantalons, les retenues avec des grosses bretelles de police, et puis la chemise, donc tout ça imbibé d'eau, imaginez-vous. Puis la plupart des draveurs ne savaient pas nager. Donc, mais ça après un sacré bon nageur pour se sauver d'affaires avec des bottines d'un pied, puis rempli d'eau, ça n'avait quasiment pas de bon sens. Donc, c'était mon grand-père, Charles Saint-Onge. La drave régionale. Ici, moi, je venais de Gatineau, mais on était voisins de Pointe-Gatineau. Pointe-Gatineau, c'était des draveurs. Puis je vais vous nommer des noms qui revenaient souvent en surface. C'était les Létans, les Charons, les Vèves, les Séguins, les Bélangers, les Galipots, les Moreaux, les Bigras, puis naturellement les Duval, dont le capitaine Duval que j'ai eu la chance de connaître. Le capitaine Duval pilotait
le gros remorqueur qui s'appelait l'Atoka. Mais je mentionne l'Atoka, j'ai des photos, puis je les montre aux vrais draveurs, puis ils lèvent le nez. Ils ont connu des remorqueurs plus gros que ça. Moi, je pensais que c'était le plus gros. Ça me choquait un peu. J'aurais aimé ça que ça soit notre remorqueur qui soit le plus gros. Ça fait que c'est ça. Puis, bon, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais je n'aurai longtemps à vous raconter quand même. Mais il faut que je laisse la place aux autres. Donc, à bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lacroix. Et maintenant, pour découvrir l'esprit de nos courageux et audacieux draveurs, je vais inviter à parler tour à tour 2 anciens draveurs pour témoigner de cette histoire qui est finalement un peu la nôtre à tous. Donc, je vais commencer par Monsieur Jean-Marc Simard, qui a fait 3 étés de drave de bio de 16 pieds sur une des rivières du lac Saint-Jean, dans le Niquachas, pour la compagnie de sillage Murdoch Lumber dans les années 60. Donc, Monsieur Simard. Alors, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler un peu de mon expérience de drave que j'ai fait pendant 3 étés. Alors que j'étais étudiant universitaire, ça me servait à payer mes études. Alors, comme ça a été décrit par avant, le travail de draveur consistait principalement à démanteler les embarques. Alors, les embarques, il faut comprendre qu'ils se formaient aux endroits où il y avait des rapides ou des chutes. Alors, le bois qui flottait, souvent, il y avait des billes qui s'entrecroisaient dans les roches, et puis ça avait un effet de barrage, et puis le bois s'accumulait en amont, puis ça pouvait consister dans des embarques qui pouvaient avoir plus d'1 kilomètre de longueur. La méthode qu'on utilisait pour démanteler les embarques, c'était vraiment manuellement. Alors, on utilisait la gaffe, qui était un outil là, avec une espèce de pic au bout d'un long manche. Et puis, le travail consistait à démanteler les billes une à une pour essayer de défaire la clé qui retient tout l'embarque qu'on appelait jam de bois. Et puis, je peux vous raconter que, bon, une petite anecdote en passant, que je crois que c'était la 3e journée de mon embauche, la première été de drave. On était peut-être 4-5 jeunes qui étaient à l'avant du jam de bois, comme ça, à défaire les billes. Et puis, bon, ce qui arriva, c'est qu'à un moment donné, on enlève la bille qui retient tout l'ensemble, et puis, bon, là, la jam de bois part. Et puis, les gars qui étaient plus expérimentés, eux, bon, ils ont réussi à courir plus vite, puis à joindre le rivage. Mais nous, on était 4 jeunes, à ce moment-là, on était au devant de la jam. Et puis, bon, on est tombé à l'eau. Fait qu'on est descendu avec le flot de bois là, qui était libéré. Puis on entend les billes, les billots cassés là, comme des allumettes. Fait qu'à ce moment-là, on a descendu peut-être 500 mètres, peut-être plus, avant qu'on réussisse à gagner le rivage. Ça, c'est une petite anecdote pour vous montrer le danger qu'il y avait à faire ce travail. La deuxième méthode qu'on utilisait pour démanteler les embarques, c'était l'utilisation d'un bulldozer. À ce moment-là, on prenait un câble d'acier et puis on ceinturait plusieurs billes qu'on pensait être ceux qui retenaient l'embarque, et puis on les tirait avec le treuil du tracteur quand c'était possible. C'était assez proche du rivage.
Et puis, en dernier recours, ben, quand ça ne fonctionnait pas, on avait usage de dynamite. Il faut comprendre que c'était vraiment le dernier recours parce qu'on ne voulait pas briser les billes de bois là, qui étaient. Fait qu'à ce moment-là, le procédé était de placer des bâtons de dynamite sur un long pôle de bois et puis d'insérer une mèche avec un détonateur dans un des bâtons et puis de rentrer la charge explosive en dessous dans l'eau pour provoquer une vague pour démanteler la jambe de bois. Et puis, c'est ça qui était le principe. Mais à ce moment-là, encore là, une petite anecdote. Certaines fois, le dynamiteur n'a pas réussi à mettre la charge dans la vague, dans l'eau, et puis c'est cassé seulement avec le bois. Fait que vous pouvez imaginer le dommage que ça a fait. Il n'y a rien qui a bougé, mais tout a été brisé. Et puis, on a eu juste le temps de se sauver là, pour avoir un peu de sécurité. Alors, c'est ça qui était mon expérience de drave. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Simard, pour toutes ces expériences racontées. Je vais maintenant passer la parole à Camille Fortin, qui a pratiqué la drave durant sa belle jeunesse, notamment sur la rivière Coulonges et la rivière Crow, dans la région du Pontiac. Il a travaillé pour la compagnie J.E. Boyle, qui installe en fait une scierie au lac Jim dans les années 1940. Elle fermera ses portes en 1959. Je vous laisse la parole. Mon nom, c'est Camille Fortin, ex-draveur. J'ai fait la rivière Coulonges, la rivière East Branch, la rivière Lacroix. La rivière East Branch est une belle petite rivière, mais il y avait un rapide qui s'appelle le Grand Poplar. Il y avait un Amérindien qui m'avait accoutumé à être bout de boat. Quand on arrivait là, nous, c'était un boat à Céram. Quand on arrivait dans un rapide, il y avait juste 2 rameurs, puis il m'avait essayé quelque chose de rare. Parce que moi, on va été voir le rapide d'avant, puis il m'avait montré une place à dévier, puis il dit surveille-toi pour ici, parce que si on manque notre coup, on verse. Mais je n'avais pas remarqué qu'il avait averti les 2 rameurs derrière moi, parce que j'avais 16 ans dans le temps. Fait que quand j'arrivais en bas, les genoux me shakaient en maudit. « Ah, il dit, t'as bien fait, mon petit gars. » Puis là, il riait de moi. Puis l'autre drave, c'était la Coulonges encore. Mais la rivière East Branch, la rivière Coulonges, ça communique. L'eau déverse dans la rivière Coulonges. La pire drave que j'ai faite, c'était la rivière Lacroix. Ça, c'était la plus dure et la plus dangereuse. Parce qu'on était mal nourri, mal logé. Puis on était obligé de tirer bateau de drave en travers les montagnes. Ça n'a pas toujours été facile. On travaillait à l'eau jusqu'à ceinture. La glace descendait dans la rivière. On arrivait des soirs, les tentes n'étaient même pas montées. On se déshabillait, on étendait notre linge sur les arbres. Bon, on rentrait dans nos sleeping bags habillés. On s'abriait avec la tente. Le matin, on s'est levé, il y avait ça de pas de neige sur la tente. Fait que ça n'a pas été facile. Mais beaucoup de problèmes sans nourriture, puis de logement. C'était l'année la plus dure que j'ai faite, puis c'était la dernière que j'ai faite aussi. Parce que je n'ai jamais retourné sur la drave, ni d'un camp de bûcheron après. Je t'en dis ici, tant pis, je vais tout rester ici. C'est pas facile, la drave. Puis l'année avant que je fasse la drave, c'est la rivière Coulonges. Il y a un monsieur Guénette qui s'était noyé, un jeune homme à peu près comme moi. Il avait parti avec un embarque. Oui. C'est pas un métier facile et dangereux. J'ai fait de la dynamite, j'ai fait à peu près tous les jobs sur la drave, puis je pense pas que je retourne jamais sur la drave non plus. J'ai fait Non, c'était des dures expériences, puis j'avais su que ça avait été comme aujourd'hui. Je pense que j'aurais pris ma retraite à 18 ans. J'aurais même fait de drave. Parce que c'est pas un métier facile, je te dis. Donc, ouais. En tout cas, je tiens à remercier Isabelle, parce que c'est elle qui m'a emmené là-dedans, parce que ça va être un de moi.
c'est elle puis ma femme, hein. Fait que pour ma maman, c'est... OK. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier Isabelle aussi pour m'avoir embarqué là-dedans. Parce que sans moi, j'aurais jamais été draveur. Merci à vous, Monsieur Fortin. Merci aux intervenants, à vous, public, d'avoir été ici et à vous, chez vous, qui nous regardez. Nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment-ci avec vous, qui est une collaboration de MaTV et de l'organisme Connecteur. Cette émission a été conçue spécialement pour rendre hommage aux artisans d'un métier disparu. Les draveurs du Québec, ces hommes intrépides et courageux, nous touchent toujours par leur courage et leurs exploits. Au revoir.